Docteur Labresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, volontiers. Donc, je suis le docteur Jean-Philippe Labresse, je suis médecin naturopathe. J'ai 62 ans, 63 dans quelques jours. Donc, je suis installé à Sénas. Voilà, j'ai une patientèle, je dois avoir à peu près maintenant plus de 2000 patients, près de 2500 patients. Donc, ça, ce sont des patients dont je suis le médecin traitant. Et puis j'ai des patients qui viennent me voir régulièrement, dont je ne suis pas le médecin traitant, mais qui viennent solliciter le naturopathe que je suis pour avoir des informations sur la façon de mieux gérer leur capital santé, parce que c'est l'une des finalités de la naturopathie. Et puis pour avoir aussi mon point de vue, mon analyse sur les problèmes de santé qui les frappent, et éventuellement pouvoir bénéficier d'autres solutions, celles qu'un naturopathe peut apporter. Docteur Labresse, vous êtes ici aujourd'hui pour nous éclairer sur une récente décision de suspension dont vous faites l'objet, qui fait suite à 2 précédentes suspensions pour des motifs différents. Vous semblez subir depuis des années une certaine pression de la part des instances ordinales et vous souhaitez vous exprimer aujourd'hui sur ces différentes accusations. Pourriez-vous donc, s'il vous plaît, nous éclairer sur les motifs de cette récente décision de suspension, voire des précédentes? Oui, volontiers. Alors, j'entamerai le 1er septembre prochain une suspension de 6 mois pour avoir diffusé en France, dès le début de la crise sanitaire, les travaux d'une association à laquelle j'appartiens, qui s'appelle la FL3C, qui veut dire Frontline COVID-19 Critical Care. C'est une association qui a été fondée par des médecins américains, des professeurs qui sont des gens mondialement connus et respectés. Voilà, et il m'a été reproché donc d'avoir diffusé ces informations auprès des médecins et des autorités sanitaires. Donc on aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Sinon, préalablement, j'avais été suspendu 3 ans, donc 2 avec sursis. Et donc cette année de suspension, je l'ai effectuée de septembre 2022 à août 2023. Et ce qui m'avait été alors reproché, c'est d'être intervenu dans un service de soins palliatifs à l'appel de proches d'une dame âgée qui agonisait dans ce service de soins palliatifs. Voilà. Et je pensais qu'il y avait encore des choses à faire pour l'aider. Donc je suis intervenu à l'appel de ses proches. J'ai obtenu l'accord implicite de ma consoeur. Mais après, là aussi, les choses ont dégénéré. Donc, j'aurai, je pense, l'occasion de développer ça. Et puis, j'avais préalablement, et là, plus tôt, c'était dans les années 2010, fait l'objet d'une condamnation à 1 an de suspension. Je présidais alors la branche française d'une association internationale qui lutte contre les abus psychiatriques. Et j'étais intervenu dans des dossiers qui me semblaient, et qui sont d'ailleurs particulièrement choquants, puisque j'étais intervenu pour empêcher qu'un patient ne reçoive des électrochocs contre sa volonté. J'étais intervenu dans le cadre de dossiers d'internement abusif. L'un d'entre eux avait été ultérieurement reconnu comme abusif par la justice. Le patient avait été indemnisé quand même, ce qui indiquait le bien fondé de mon intervention. Et puis j'étais également intervenu, entre autres, pour empêcher qu'un psychiatre ne drogue un enfant de 5 ans, je crois l'enfant, mais à l'époque, il avait été retiré à ses parents par l'aide sociale à l'enfance et séparé de son frère. Donc il s'était mis à casser ses jouets, c'était sa façon à lui, petit bout de 5 ans, de protester. Et le psychiatre l'avait étiqueté violent pathologique et l'avait mis sous 2 neuroleptiques. Alors bien évidemment, ces 2 neuroleptiques étaient totalement injustifiés, mais en plus l'un d'entre eux était contre-indiqué chez l'enfant. Voilà pour rappeler les dossiers qui m'ont valu d'être condamné à plusieurs reprises. Vous dites qu'il n'existe aucun motif légitime pour ces différentes suspensions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner davantage de détails sur les raisons qui vous ont néanmoins valu de faire l'objet des 2 dernières suspensions et pourquoi vous estimez qu'elles sont infondées? Oui, absolument. Et pour le dossier de la vieille dame, donc la condamnation antérieure à celle de la suspension que je vais bientôt commencer, donc je suis intervenu à la demande de proches pour secourir donc une vieille dame qui était en service de soins palliatifs. Donc on conduisait vers la mort avec de l'eau et de la morphine. Donc j'ai été appelé par des proches, je suis intervenu, j'ai rencontré la consoeur, j'ai obtenu les éléments d'information dont j'avais besoin pour comprendre ce qui se passait. Donc en l'occurrence, cette vieille dame avait une infection que les médecins avaient considérée comme incurable, et la raison pour laquelle elle avait été transférée en service de soins palliatifs. Et j'ai donc expliqué à la consoeur que pour les patients qui avaient des infections échappant à toute antibiothérapie, il y avait encore quelque chose de très efficace à faire et qui avait sauvé de nombreux patients.
en l'occurrence des perfusions de vitamine C. La consoeur m'a fait comprendre qu'elle était intéressée, m'a dans un deuxième temps communiqué à voir commander les produits. Et donc j'ai commencé à utiliser ce protocole, d'ailleurs en utilisant des doses moindres que celles que j'aurais dû utiliser. Je savais qu'on était dans un établissement français, que ça ne fait pas partie des pratiques. Je n'avais pas en plus la vitamine C en flacon qui peut être administrée à forte dose. Néanmoins, j'ai administré 2 perfusions de 3 grammes de vitamine C et l'état de santé de la patiente s'est considérablement amélioré, ce dont a d'ailleurs témoigné l'entourage, puisqu'alors qu'elle ne parlait plus depuis près de 2 mois, au bout de la 2e perfusion de vitamine C, elle avait les yeux grands ouverts dans son lit, elle demandait ses tricots, à manger et elle plaisantait. Donc c'était une amélioration très notable de son état de santé. Eh bien, la consoeur n'a pas décidé de me laisser continuer les soins ou de les prendre elle-même en charge. Le 3e jour, on m'a empêché d'accéder à la chambre de la patiente et elle est décédée. Alors en fait, il est apparu après qu'elle avait été transférée en service de soins palliatifs sans que l'entourage, en l'occurrence la personne de confiance, ne sache que les soins, les traitements curatifs avaient été arrêtés, ce qui posait de nombreux problèmes. Voilà, donc ça c'est pour cette patiente-là. Et en fait, concrètement, ces directives anticipées n'ont pas été respectées parce que cette dame avait toujours dit qu'elle ne voulait pas mourir, qu'elle avait encore beaucoup de choses à faire. Et le fait est qu'elle a survécu 11 jours avec de l'eau et de la morphine. Et dès qu'avec les perfusions de vitamine C, j'ai permis au corps d'avoir un peu plus d'énergie, sa volonté de vivre, elle s'est manifestée. Elle s'est manifestée comment? Elle demandait ses tricots et à manger. Elle voulait vivre, elle voulait tricoter et manger. On m'a empêché de continuer les soins et elle est morte 6 jours après, toujours avec de l'eau et de la morphine. Donc moi, j'ai été entendu par les instances ordinales, j'ai rencontré le vice-président de l'époque, à qui j'ai exposé les faits, qui dans un courrier qu'il m'a adressé d'ailleurs m'a, entre guillemets, remercié, ou en tout cas acté que j'étais intervenu pour aider cette patiente, faire en sorte qu'elle ait une fin de vie digne. Mais en fait, moi, j'étais persuadé que j'aurais pu faire autrement que de l'accompagner vers la mort. Il y avait encore des choses à faire pour la sauver. C'est pour ça que je dis que cette condamnation est injuste. C'est parce que comment peut-on reprocher à un médecin d'être intervenu pour soigner? Et j'ai d'ailleurs très clairement dit au vice-président que j'avais rencontré à l'époque que de mon point de vue, c'est l'inaction qui aurait été fautive. Parce que j'aurais omis d'intervenir pour aider quelqu'un en danger, alors que je pensais, à juste titre, qu'il y avait encore des choses à faire pour l'aider et la sauver. Ça, c'est pour le dossier de la vieille dame. Et en ce qui concerne la dernière condamnation, c'est, et vous en conviendrez, je pense, en tout cas, tous ceux qui reçoivent les informations sont surpris, voire choqués de ce qui se passe, parce que s'est-il passé? J'ai diffusé donc au sein, encore une fois, de la communauté médicale et auprès des autorités sanitaires, des informations validées, incontestables. J'ai souligné tout à l'heure la pertinence, la validité des sources, le degré de compétence des confrères qui avaient rédigé ces protocoles. Et pour avoir diffusé des informations qui auraient permis de sauver des vies, je suis suspendu 6 mois et je vais faire 6 mois de suspension. Docteur Labrez, merci pour ces éléments qui décrivent les circonstances de l'intervention qui vous a valu cette précédente suspension. En vous écoutant, une question fondamentale surgit, à savoir, la justice n'aurait-elle pas dû être saisie dans la mesure où une patiente a été délibérément privée de soins qui avaient commencé à démontrer leur efficacité et qui pouvaient, comme vous l'avez communiqué à votre consoeur, représenter pour elle des chances de survie? Vous avez tout à fait raison, la justice aurait dû être saisie. Dans mes premiers écrits, lorsque j'ai alerté le directeur de l'établissement, je l'ai fait par mail, je l'ai fait par courrier recommandé que je suis allé déposer à son secrétariat. Donc je sais qu'il a reçu tous les éléments d'information. Je soulignais le fait que les modalités de prise en charge de cette patiente posaient plusieurs problèmes, sur un plan médical, sur un plan humain, sur un plan déontologique et très vraisemblablement sur un plan juridique. Je ne suis pas avocat, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs points qui posaient problème. Et d'ailleurs, mon avocat, docteur en droit pénal, a souligné très clairement ceci dans son mémoire en défense, en écrivant noir sur blanc que les modalités d'arrêt des traitements curatifs violaient les dispositions très strictes qui définissent les modalités de cet arrêt. Donc dès lors, c'était à minima un délit. Peut-être que la justice, si elle était intervenue, aurait qualifié ça autrement, puisqu'on m'a empêché de continuer des soins qui pouvaient représenter
pour la patiente des chances de survie. Et que ce soit le directeur de l'hôpital, que ce soit le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, que ce soit la chambre disciplinaire régionale, que ce soit la chambre disciplinaire nationale, que ce soit le tribunal administratif que j'ai saisi dans un deuxième temps, chacune de ces autorités constituées avait l'obligation de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale qui dispose que toute autorité constituée, tout officier public, tout fonctionnaire a, s'il a connaissance dans le cadre de ses activités d'un délit ou d'un crime, doit saisir le procureur de la République et fournir tous les éléments relatifs à ce dossier. Chacune de ces autorités constituées a soigneusement évité de le faire. Pourquoi ? Et là encore, c'est un dénominateur commun dans les actions judiciaires disciplinaires qui me frappent, c'est qu'on a systématiquement omis de conduire une instruction sérieuse, rigoureuse, qui fasse apparaître les faits, les circonstances de ces faits et mes motivations. Si la vraie justice, que moi j'appelle la vraie justice, étant confrontée à la justice ordinale depuis pas mal d'années, si la vraie justice était intervenue, si un juge d'instruction était intervenu, il aurait interrogé ma consoeur. Il lui aurait posé une question toute simple. C'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai attiré l'attention du vice-président quand je l'ai rencontré, et de multiples reprises par la suite. Il lui aurait demandé ceci: Madame, avez-vous, oui ou non, dit au docteur Labresse que vous aviez commandé la vitamine C? Une seule question. Et je doute que ma consoeur ait osé mentir à un juge. Et elle aurait répondu oui. Et c'était terminé. Il n'y avait plus de dossier, plus de plainte, plus de condamnation. Pourquoi ? Parce que j'étais intervenu à la demande de proches et avec l'accord implicite de ma consoeur qui m'avait dit avoir compris l'intérêt de la vitamine C injectable et avoir commandé le produit, j'ai commencé à traiter la patiente et son état s'est amélioré. Donc simplement ça démontre que les plaintes contre moi et bien évidemment la condamnation est totalement infondée. Merci pour ces précisions importantes qui nous éclairent sur ce premier incident. Pouvons-nous maintenant, s'il vous plaît, nous concentrer sur la dernière décision de suspension et ses motifs? Je le rappelle, cette suspension prendra effet à partir du mois de septembre 2024 et ce pour une durée de 6 mois. Un seul motif de condamnation a été retenu contre vous dans ce dossier. Vous auriez manqué de prudence. Que pensez-vous nous dire à ce sujet? Oui, ainsi que je l'ai précisé, il m'a été reproché d'avoir diffusé auprès de mes confrères et des autorités sanitaires des protocoles de traitement qui émanaient de gens qui sont quand même des références mondiales. Professeur Méric, médecin de l'année en 2017 aux États-Unis, deuxième auteur le plus cité au monde en matière de soins intensifs. Professeur Meduri, premier auteur le plus cité au monde en ce qui concerne le traitement des pneumopathies par la corticothérapie, c'est-à-dire nous étions là dans le cœur du sujet, puisque c'est très précisément ce dont il s'agissait, s'agissant des pneumopathies Covid. Professeur Varun, Dr Corrie, etc. Donc il reposait en plus sur l'administration de molécules qu'on connaît, qu'on utilise depuis des décennies, pour lesquelles on a un long recul, pour lesquelles la balance bénéfice-risque était indiscutablement en faveur de l'utilisation de ces molécules, et on vient me reprocher à moi un manque de prudence. Je pense que j'ai été confronté à ce qu'on appelle une inversion accusatoire. C'est-à-dire que ces gens viennent me reprocher ce qu'ils ont commis eux. En fait, on pourrait, je pense légitimement, leur reprocher une négligence, voire de l'incurie. Ils ont négligé des informations qui auraient permis de sauver des vies. Et plutôt que de s'en expliquer, voire de présenter des excuses à ce sujet, ils préfèrent détruire le messager. Chacun appréciera. Cela semble être effectivement une mise en cause infondée et abusive, ce qui me conduit à mettre en parallèle votre action et celle de très nombreux médecins de plateau, des pouvoirs publics et des instances ordinales qui ont très largement promu, voire imposé des injections expérimentales développées à la va-vite et pour lesquelles nous n'avions aucun recul. N'y a-t-il pas eu, de leur part, un réel manque de prudence ? Je pense. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'inversion accusatoire, parce qu'on a quand même vu les pouvoirs publics, les autorités sanitaires, les médecins de plateau que vous mentionniez à l'instant, les instances ordinales, promouvoir largement auprès du public, en gardant à l'esprit que moi j'ai communiqué à des confrères et aux autorités sanitaires. Eux ont promu auprès du public une population générale qui était incapable d'appréhender
clairement les informations, qu'on avait plongé dans la peur, ce qui paralysait aussi considérablement l'intelligence de chacun, promouvoir des produits expérimentaux, développés à la va-vite. Et on pourrait, si on veut rappeler ce qui s'est passé exactement, et démontrer mes propos, rappeler quelques points importants. Le numéro 2 de Pfizer est quand même venu devant le Parlement européen reconnaître qu'à aucun moment Pfizer n'avait étudié la transmission du virus chez les gens qui avaient été vaccinés. Donc le tous vaccinés, tous protégés, et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, était un mensonge absolu. D'ailleurs, je rappelle qu'on a cru des laboratoires, mais ce sont quand même des structures qui ont été multi-condamnées par la justice à coût de centaines de millions de dollars pour leur promotion fallacieuse, pour les fraudes, pour leur publicité mensongère. Et ces gens-là sont venus, ont balancé des informations que nous avons prises pour argent comptant. C'est très, très choquant. Je rappelle également que dans le contrat d'achat des vaccins de Pfizer, donc l'UE a quand même acheté pour, je crois, près de 70 milliards d'euros de vaccins à Pfizer. Dans ce contrat, de mémoire, je crois que c'est pages 48 et 49, paragraphe 4, on peut lire quand même que l'État contractant, c'est-à-dire nous, pays européens, sommes avisés du fait que les effets à long terme et l'efficacité du produit n'est pas connue. Ça, c'est quand même très fort. Et qu'il peut y avoir des effets secondaires dont on verra l'apparition au fil du temps. Quand même. Mais même là-dedans, il y a déjà un mensonge. Pourquoi? Parce que Pfizer, lorsqu'il signe, lorsqu'il rédige ce contrat et le fait signer à nous, pays européens, ment, sciemment. Pourquoi? Parce que les études préliminaires déjà montraient une augmentation significative des myocardites et des péricardites. Les études préliminaires montraient également une augmentation importante du nombre de fausses couches. Et c'est d'ailleurs sur ce fondement que le procureur général du Texas poursuit Pfizer en leur disant « Vous avez menti, vous avez caché des informations fondamentales, vous avez caché que 10% des femmes enceintes injectées faisaient des fausses couches. » Et lorsqu'on voit le ministre de la Santé venir vacciner en direct sur un plateau de télé une femme enceinte, en incitant toutes les autres femmes enceintes à se faire vacciner, c'est très, très grave. Ça viole des principes fondamentaux de prudence, des règles de bonne pratique. On a tous appris en fac de médecine. Et personnellement, depuis près de 35 ans, comme tous mes confrères et toutes mes consoeurs, on sait qu'on ne donne rien à des femmes enceintes, sauf si l'état clinique le rend impératif. Et on administre uniquement des produits pour lesquels on a un long recul et pour lesquels on sait que la balance bénéfice-risque va être favorable. Et on est venu administrer et promouvoir à des femmes enceintes un produit expérimental. C'est très choquant, c'est très grave et c'est très choquant. Le docteur Redfield, ancien directeur du CDC, est venu lui-même reconnaître. Vous savez, on a tous entendu, oui, mais le vaccin reste là, l'ARN messager modifié fait fabriquer de la protéine spike et tout va bien, vous êtes immunisé. Donc on sait que c'est faux. Et au niveau de la protection supposée être conférée par l'injection, également au niveau de la diminution de la contagiosité. Mais en fait, le docteur Redfield lui-même est venu dire quand même que la protéine spike fabriquée était puissamment pro-inflammatoire, que l'ARN messager modifié est diffusé dans tout l'organisme, contrairement à ce qui nous avait été dit. Et, tenez-vous bien, qu'il y avait des effets graves, des effets secondaires connus, qui n'ont pas été communiqués à la population pour ne pas, entre guillemets, conduire la population à refuser de se faire injecter ce produit. Là encore, c'est la reconnaissance de quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la loi et dans le droit des principes fondamentaux de consentement libre et éclairé. Il y a un droit qui est un droit souverain, c'est celui que vous possédez, que je possède, de décider de ce qu'on fait à mon corps. Or, si je vous cache des informations fondamentales qui pourraient, ou même qui vous conduiraient avec certitude à refuser le traitement que je me propose de vous administrer, est-ce qu'il y a un consentement libre et éclairé? Non. On extorque un consentement, mais il n'y a pas de consentement libre et éclairé. Ce qui s'est passé est très grave et ça viole en outre des principes fondamentaux. Le code de Nuremberg, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, après les expérimentations nazies dans les camps,
La population, l'humanité avait décidé plus jamais ça. Plus jamais ça. On a encore renforcé ça avec la Convention d'Oviedo. Plus personne ne devrait être contraint de participer ou forcé à une expérimentation. Et c'est ce que nous avons fait à grande échelle. Ce produit était en phase 3 d'expérimentation, on l'a imposé aux gens. Et je dis bien imposé. Alors certains vous diront, mais non, on était libre. Comment libre? Quand vous dites à quelqu'un, aux soignants, et combien ont été concernés par ça, si vous n'acceptez pas ce vaccin, vous perdez votre travail, vous ne gagnez plus d'argent, vous ne nourrissez plus votre famille, vous ne payez plus les traites de la maison. Des gens se sont suicidés après avoir été abusivement licenciés ou en tout cas mis dans l'incapacité de travailler. C'est très, très, très choquant. Lorsque l'on considère ce que vous venez d'exposer, l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a au sein des instances ordinales des médecins qui ont décidé, peu importe le moyen, de vous empêcher d'exercer et qui utilisent leur position et pouvoir au sein de ces mêmes instances pour mener une guerre contre vous. Que pensez-vous de cela? Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de cet acharnement? En fait, vous savez, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire souvent, mais dans ma pratique, je fonctionne avec ce que disait Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale. Il disait quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont jamais les faits qu'on doit remettre en cause, c'est toujours la théorie. Et je viens de vous exposer des faits. J'ai été suspendu 1 an, puis 6 mois, pour être intervenu dans des dossiers et m'être opposé à des pratiques qui, de mon point de vue, n'avaient rien à faire dans le champ de la médecine. Électrochoc contre la volonté des patients, internement abusif reconnu comme tel par la justice, enfant de 5 ans qu'on drogue à coups de neuroleptiques. J'ai essayé de sauver une vieille dame, j'ai diffusé des informations qui auraient permis de sauver des vies, et je n'attendais ni remerciement ni reconnaissance, mais au moins qu'on me laisse tranquille. Au moins qu'on me laisse tranquille. Or, j'ai été poursuivi et condamné. Ce sont des faits. Donc, je pense effectivement qu'il y a des gens qui veulent ma tête. Un médecin ne devrait pas pouvoir être condamné pour ça. Donc, il y a des gens, en tout cas, qui ont décidé de mener leur guerre personnelle contre le docteur Labrèze. Ils sont libres de ne pas m'apprécier. Je leur reconnais parfaitement ce droit. Par contre, je leur dénie, je ne leur reconnais pas celui d'utiliser leur position au sein des instances ordinales pour mener leur guerre contre moi. Voilà, parce que je considère que c'est ce que font certains. Alors, le fait est que condamnation injuste après condamnation injuste, ils ont réussi à donner de moi l'image d'un multirécidiviste, d'un irresponsable qui serait incapable de s'amender et qui ne répondrait qu'à la sanction. Voilà, eh bien, c'est une contre-vérité. Moi, je peux commettre des erreurs, et quand je commets des erreurs, je n'ai aucun problème pour changer. Vous savez, en fait, j'ai donné cet exemple-là, je ne sais plus devant quelle juridiction, mais je leur ai dit la chose suivante. Supposons que je me promène dans la rue et que je vois de la fumée qui sort d'un appartement. Et que pour rentrer dans l'appartement, parce que j'entends des enfants crier, je casse une vitre pour extirper les enfants. Est-ce qu'on viendra me reprocher d'avoir cassé une vitre? Ou est-ce qu'on viendra me remercier pour avoir éventuellement mis ma vie en danger pour sauver des enfants? Bien évidemment, des gens sensés, de bonne foi, bienveillants, opteront plutôt pour la deuxième option. On lui dit merci de l'avoir fait. Voilà. Mais par contre, il y a dans les instances ordinales des gens qui vont systématiquement essayer de chercher ce que j'aurais pu éventuellement transgresser. Et quand il n'y a rien, parce que dans les dossiers dans lesquels je suis intervenu, je l'ai fait en étant très rigoureux, de mon point de vue, sans violer aucun article du Code de déontologie, en répondant à une obligation qui est celle d'assistance à une personne en danger notamment. Donc, il n'y a rien à me reprocher. Donc, quand ils ne trouvent pas des choses à me reprocher, ils les inventent. Mais par contre, ce que je n'oublie pas et ce que je garde soigneusement à l'esprit, c'est qu'il y a aussi des gens dans mon groupe, des gens bienveillants, des gens intègres. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Quand j'ai été condamné, radié à vie, à l'époque où je présidais la branche française de cette association internationale qui combat les abus psychiatriques, ça a été transformé en 1 an de suspension, en appel. Donc déjà, quand on passe d'une radiation à vie à 1 an de suspension, on dit que le premier jugement ressemble plus à une exécution qu'à un jugement, et ça a été le cas. On pourrait parler de l'année de suspension, parce que je pourrais démontrer à des médecins s'ils m'écoutaient, avec l'intention de m'entendre, que pour justifier cette année de suspension, on a écrit des choses inexactes. Peut-être que
le Conseil national a pensé que passer d'une radiation à vie à un an de suspension, c'était une bonne chose, mais ça n'était pas une bonne chose. Donc, j'ai démissionné de l'ordre des médecins parce que je pensais que cette année était injustifiée et j'ai travaillé comme naturopathe. Et puis, quand 1 an et demi, 2 ans après, parce que mes enfants poursuivaient leurs études, parce que j'avais envie de reprendre la médecine, j'ai voulu me réinscrire. Le président du CD13, qui était quand même venu demander ma tête en première instance, il n'était pas venu demander la justice, qu'on sanctionne d'éventuelles transgressions du code. Non, non. Lui m'avait déjà jugé, condamné, et a été venu demander ma tête. Il l'avait obtenu en première instance. Il exultait probablement de savoir ou d'avoir vu que cette radiation à vie était devenue un an de suspension, et du fait, quand j'ai voulu me réinscrire, on m'en a empêché. Le motif était le suivant, ouvrez les guillemets, pendant que j'étais naturopathe, j'avais continué d'aider des gens, donc j'étais immoral. Donc je n'avais pas les conditions de moralité pour exercer la médecine. Chacun appréciera là encore. Fermez les guillemets. Donc, j'ai fait appel de cette décision, puisqu'en fait, je ne pouvais pas me réinscrire, et j'ai demandé à ce que le dossier soit relocalisé, parce que la Chambre disciplinaire régionale PACA ne me juge pas, elle m'exécute systématiquement. Donc le dossier a été relocalisé dans une autre région, je crois que c'était la région Bourgogne, et donc j'ai expliqué le dossier aux confrères qui étaient là, j'ai répondu à leurs questions, et je voyais des gens qui n'étaient pas très bienveillants. Je savais que pour eux, bien évidemment, j'étais le docteur Labrèze, le multirécidiviste, multicondamné, donc j'étais nécessairement coupable. Sauf j'observais, et je ne me suis pas trompé, parce que cette personne-là, mon confrère, j'avais le sentiment qu'il m'écoutait, et il m'a dit la chose suivante. Ouvrez les guillemets. Docteur Labrèze, mais pourquoi avoir redemandé votre inscription auprès du CD13 et vous rejeter ainsi dans la gueule du loup? Fermez les guillemets. C'est un confrère. Il avait eu l'honnêteté de tirer la seule conclusion qu'on pouvait tirer quand on lisait mes dossiers. Il avait compris à qui il avait affaire. Il m'avait écouté et entendu. Il m'a demandé pourquoi je me rejetais dans la gueule du loup. Donc oui, il a raison. Mais encore une fois, je pense qu'il y a au sein des instances ordinales des confrères et des consoeurs qui sont encore capables de m'entendre, qui pourraient m'écouter sans avoir le sentiment d'avoir en face d'eux un multirécidiviste qu'il va falloir casser à tout prix. Et dans ce cas-là, ils comprendront que les jugements effectivement qui ont été rendus sont des jugements iniques, qui ne reposent sur rien. Et là, je pourrais m'expliquer, et je leur demande dans ce cas-là d'être intègres, comme l'a été mon confrère. Alors, il était tout seul. Donc, bien évidemment, la Chambre disciplinaire régionale a confirmé la suspension, l'impossibilité de me réinscrire qu'avait prononcé le CD13. Mais lui, il était resté intègre. Bien, j'invite d'autres confrères à faire de même. Docteur Labrèze, merci infiniment pour ces éléments de réponse qui nous éclairent sur votre situation. Comment voyez-vous la suite des événements? La suite des événements, je vais faire ce que j'ai fait de nombreuses fois dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie associative, parce que je suis en désaccord avec toute forme de violence, d'arbitraire, d'injustice. Je vais me battre, sans colère, mais par contre avec détermination. Je l'ai fait, cette décision de me battre, elle se traduit comment? En ayant accepté l'aide du collectif de soutien au Dr Labrèze que vous avez souhaité créer, et je vous en remercie profondément. Ça n'est pas dans mes habitudes d'accepter de l'aide. Mais là, comme je pense que c'est une cause et un combat qui vont bien au-delà du dossier du Dr Labrèze, il m'est apparu que c'était important de le faire. Donc, je vous remercie, vous, membres du collectif, et je vois que ma patientèle se mobilise à mes côtés, et ça fait chaud au cœur, en fait. Je pense que ce sont des gens qui me sont grés de l'aide que je m'efforce de leur apporter depuis plus de 11 ans maintenant. Voilà, et qui ont fait le choix de me le rendre, et ça me touche. Et je vais le faire également par des actions judiciaires. Je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour le dossier de la vieille dame. S'agissant de la condamnation à 6 mois de suspension, le dossier sera prochainement devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État aura, je pense, dans le courant du mois de septembre, à sa disposition les milliers de signatures que vous avez déjà obtenues au nom du collectif, plus, je l'espère, les milliers ou dizaines de milliers, qui sait, les signatures qui viendront s'ajouter à celles déjà existantes. Et j'espère que le Conseil d'État cassera ce jugement inique. Reconnaîtra qu'on ne peut pas, encore une fois, suspendre un médecin qui a diffusé des informations qui auraient permis de sauver des vies.
Et l'autre action que je vais entreprendre, je suis en train de remettre les éléments à un avocat, c'est déposer une plainte pénale pour harcèlement moral. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Parce que j'ai dénoncé ce type de situation lorsqu'elle frappait d'autres que moi, et je suis intervenu dans de nombreux dossiers. Je n'ai pas le droit d'accepter cette violence et cette injustice lorsqu'elle me frappe moi. Parce que sinon je cautionne quelque chose qui ne doit pas être. Donc je vais demander à la justice pénale, cette fois-ci, de se prononcer sur les agissements des instances ordinales. J'ai dans ce dossier des éléments solides qui attestent que des gens se sont, par exemple, ont échangé entre eux des courriers dans lesquels ils se promettaient ma tête quand même. L'un comptant sur la détermination énergique de l'autre pour que mon cas soit réglé rapidement. Où est la justice? Pas pour que, encore une fois, une instruction sérieuse fasse apparaître les faits, mes actions concrètes, mes motivations. Non, non, pour qu'on me règle mon cas. Comment une instance ordinale peut-être décider de régler le cas d'un médecin? On rend la justice, c'est une chose, ou on règle le cas de quelqu'un, c'est un terme et un concept beaucoup plus violent et ça traduit autre chose. Donc je vais me battre, encore une fois sans colère, mais par contre avec une détermination totale. Docteur Labrèze, merci pour votre temps. Pour rappel, vous pouvez consulter le site de soutien du Docteur Labrèze à l'adresse suivante, justicepourledocteurlabrèze.info. Vous y trouverez tous les détails du parcours du Docteur Labrèze, les détails de sa situation actuelle, les moyens de contribuer au soutien si vous le désirez.